La question du jour, comprendre que le choix du monopole ne va pas être socialement efficace. On a passé une bonne dizaine d'épisodes à vous présenter le modèle de concurrence pure et parfaite. Maintenant, on vous présente le monopole. En concurrence pure et parfaite, les vendeurs étaient en atomicité. Une foultitude de tout petits producteurs se pressaient joyeusement sur le marché. En monopole, un seul producteur gigantesque écrabouille le marché. En concurrence pure et parfaite, les vendeurs sont preneurs de prix. Ils peuvent écouler n'importe quelle quantité du moment qu'ils la vendent au prix de marché. Le monopole est faiseur de prix. Il est seul face à une foultitude de petits consommateurs qui se bagarrent pour acheter son bien. Il a donc un pouvoir de marché. Il va choisir tout seul le prix auquel il va vendre. Mais attention, quand il choisit un prix, il choisit implicitement une quantité à vendre, car il doit tenir compte de la demande. La foule d'acheteurs potentiels qui attendent nerveusement l'annonce du prix va bien sûr se scinder en deux dès la révélation. Pour certains, le prix sera en dessous de ce qu'ils s'étaient figuré au pire, ils l'achèteront. Pour d'autres, le prix sera trop haut, ils rentreront chez eux bredouille. Le monopole sait pertinemment que s'il annonce un prix bas, nombreux seront les joyeux clients qui pourront se payer le bien. Si au contraire il annonce un prix élevé, seuls quelques privilégiés pourront l'acheter. Il s'agit d'un choix stratégique, un couple quantité-prix. Salut, moi c'est quantité, elle c'est prix. Tout ceci n'est pas clair pour vous ? Retournez voir cette vidéo. Comment choisir stratégiquement ce couple ? On fait l'hypothèse que le monopole veut maximiser son profit. Au lieu d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ça me dégoûte. Vous avez raison, un monopole étatique pourrait avoir d'autres objectifs que la maximisation du profit. Mais là, on reste dans un cadre d'entreprise privée. Par exemple Bob, qui a le monopole sur le marché de la montgolfière pliante. Son profit, c'est sa recette moins ses coûts. Ce qu'il fait rentrer dans son tiroir caisse, moins ce qu'il doit débourser pour produire les montgolfières. Dans le repère PQ, la recette moyenne, c'est ce que le monopole met dans son tiroir caisse en moyenne chaque fois qu'il vend une unité du bien. Bob a un monopole simple comme bonjour, il vend ses montgolfières à un prix unique, le même pour tout le monde. Sa recette moyenne, c'est le prix de la montgolfière. Or, ce prix varie selon la quantité qu'il veut vendre. La demande nous dit que s'il veut vendre la quantité Q1, il peut choisir le prix P1. Mais s'il veut vendre la quantité Q2, il doit baisser son prix à P2. Bob va choisir un couple prix-quantité sur cette droite de demande. S'il vend la quantité Q1, il empochera P1 pour chaque montgolfière vendue, ce sera sa recette moyenne. S'il vend la quantité Q2, il empochera P2 pour chaque montgolfière vendue, ce sera sa recette moyenne. La recette moyenne est donc confondue avec la droite de demande. Je suis pas sûre d'avoir compris. Pourquoi, s'il vend la quantité Q1, il est obligé de la vendre au prix P1 ? Puisqu'il est faiseur de prix, il pourrait choisir un autre prix. Non, s'il choisit un prix au-dessus de P1, il ne pourra pas écouler la quantité Q1. Pour P', il n'y a que Q' unité demandée. Bob n'arrivera pas à vendre jusqu'à Q1. D'accord, il peut pas la faire payer plus cher que P1, mais il pourrait être sympa et la faire payer moins cher. Hein ? Mais non, moi je veux maximiser mon profit, je veux pas vendre moins cher. Et si Bob propose un prix plus bas que P1, P seconde, il aura plus de demandes que Q1. Je vais quand même pas refuser de clients. Bob choisit forcément un couple quantité-prix sur la droite de demande. Blague de geek. La droite de demande nous montre, pour chaque quantité de production possible, le prix auquel Bob peut vendre. C'est donc sa recette moyenne. La droite de demande, c'est sa recette moyenne. La droite de demande, c'est sa recette moyenne. La droite de demande, c'est sa recette moyenne. La recette marginale maintenant. Elle est décroissante et en dessous de la recette moyenne. Pourquoi ? La recette marginale, c'est ce qui va entrer dans le tiroir caisse du monopole en plus s'il choisit de vendre une unité supplémentaire. S'il veut passer de 6 unités vendues à 7 unités vendues, dans notre exemple, le monopole doit accepter de baisser son prix de 9 milchschmilblick à 8 milchschmilblick. Pour vendre une unité de plus, il faut baisser le prix, la recette moyenne baisse. Mais la recette marginale sera encore plus basse que la recette moyenne, car non seulement il baisse le prix de la dernière unité vendue, mais aussi celui de toutes les unités précédentes. Les 6 premières unités vont lui rapporter 8 000 au lieu de 9 000, il perd donc 6 000 schmilblick sur la vente des 6 premières unités.
c'est pour en vendre une 7e à 8000 schmilblick. Donc au total, il aura fait une recette marginale de 2000 schmilblick en vendant cette dernière unité. Je croyais que la recette marginale, c'était la recette associée à la vente d'une unité supplémentaire. Là, ça devrait quand même être le prix de la dernière unité vendue. Non, c'est l'accroissement de la recette totale qui résulte de la vente d'une unité supplémentaire. Si vous préférez, faites le calcul avec la recette totale. Si Bob vend 6 unités à 9000 schmilblick, sa recette totale, c'est 6 fois 9000, c'est-à-dire 54 000 schmilblick. Maintenant, s'il veut vendre une 7e unité, il doit baisser son prix à 8000 schmilblick. Eh ben oui, ça va lui rapporter les 54 000 schmilblick plus 8 000 du coup. Non, pour vendre 7 montgolfières, il doit baisser le prix à 8000 sur toutes les montgolfières. Il peut pas d'abord en vendre 6 à 9000 schmilblick, puis en vendre une de plus à 8000 schmilblick. S'il veut en vendre 7, il les vend toutes à 8000 schmilblick. Et il fait donc une recette totale de 8000 x 7, c'est-à-dire 56 000 schmilblick. Ah, c'est que 2000 schmilblick de plus que s'il en vend 6 finalement. C'est ça, la recette marginale est plus petite que la recette moyenne. Si tout ça n'est pas clair pour vous, retournez voir cette vidéo maintenant. On a vu les recettes, voyons maintenant les coûts. On va tracer sur le schéma 2 courbes de coûts supplémentaires. Pourquoi? Mais ne paniquez pas, ces 2 courbes, vous les connaissez en fait déjà. Car on a fait l'hypothèse que le monopole qu'on vous présente depuis déjà 3 épisodes avait une structure de coûts standard. En fait, ce monopole a exactement les mêmes coûts que n'importe quelle entreprise en concurrence pure et parfaite. Le coût marginal croissant que vous connaissez si bien, le coût moyen qui baisse puis qui remonte lorsqu'il est coupé par la courbe de coût marginal. Ah, n'est-ce pas qu'on se sent bien, tranquille, dans un univers familier? Home sweet home. Bon, allez, voilà, tout est tracé. Ok, je me lance le générique de fin. What? Le générique de fin? Non mais je suis pas d'accord. Vous avez expliqué le coût marginal à l'épisode 6. Et là, vous voulez qu'on l'ait en tête jusqu'à l'épisode 14? Non, jusqu'à la fin de vos jours. Le coût marginal, c'est le coût pour produire une unité supplémentaire et il est croissant car plus on produit, plus c'est difficile de produire. Vous vous souvenez, quand vous révisez la microéconomie, la première heure, vous êtes frais, vous avez les idées claires, vous êtes enthousiaste et très productif. La deuxième heure, vous êtes un tout petit peu moins performant. La troisième heure, il vous faut une pause toutes les 15 minutes et au bout de 7 heures, votre estomac gargouille, vos yeux louchent et vos neurones refusent de se connecter. C'est de plus en plus difficile, le coût marginal est croissant. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par le nombre d'unités produites. Au début, il y a des coûts fixes élevés, un coût marginal bas, le coût moyen est d'abord décroissant. Mais au bout d'un moment, les dernières unités coûtent tellement cher à produire que le coût moyen remonte. C'est toujours comme ça avec une marge et une moyenne. Vous vous rappelez l'analogie avec votre moyenne de maths. Si votre dernier contrôle vous rapporte une note plus faible que votre moyenne, ça va faire baisser votre moyenne. Si votre dernier contrôle vous rapporte une note plus élevée que votre moyenne, ça va la faire monter, tout simplement. Tout ceci ne vous paraît pas clair? L'épisode 6 est toujours là pour vous. Ça fait 3 épisodes que nous courons tous ensemble vers l'équilibre du monopole et ce but n'a jamais été aussi proche. Le monopole regarde maintenant ces 4 courbes avec satisfaction et le voilà qui commence un raisonnement marginal. Rappelez-vous, toute la microéconomie est assise sur un paradigme inventé par les barbus de la révolution marginaliste et c'est la raison pour laquelle ce mot « marginal » revient dans tous nos raisonnements. Le monopole fait donc un raisonnement marginal. Il se demande à chaque instant s'il faut continuer de produire ou s'il faut s'arrêter. Et pour ça, il va comparer ce que lui rapporte et ce que lui coûte la dernière unité à produire. Il va comparer sa recette marginale et son coût marginal. Ma pourquoi il regarde la recette marginale et le coût marginal? Al fine, ce qui nous intéresse, c'est le profit. On veut que la recette totale moins le coût total soit le plus grand possible. Bah alors pourquoi on ne regarde pas directement ça? Oui, mais c'est pas facile de chercher sur un schéma l'endroit où l'écart est maximal entre 2 courbes. C'est beaucoup plus simple de regarder si la recette marginale est au-dessus ou en dessous du coût marginal. Et en fait, quand on regarde ça, ça revient à savoir si l'écart entre la recette totale et le coût total est maximal. Sur le schéma, on voit que produire la première unité rapporte ça et ne coûte que ça. Superbe profit réalisé sur cette première unité, le monopole l'a produit.
et se demande s'il s'engage vers la deuxième unité. Elle rapporterait ça en plus, mais coûterait ça en plus. Oui, ça vaut le coup. Faut-il se lancer dans la production d'une troisième unité? Elle va rapporter ça en plus, coûter ça en plus. Oui, il s'y lance. Et quand le monopole va-t-il s'arrêter? Au moment où la recette supplémentaire associée à la dernière unité sera exactement égale au coût supplémentaire généré par la production de la dernière unité. Au moment où la recette marginale sera égale au coût marginal. Ici. Et voilà donc la quantité que va produire le monopole, QM. Oh là là, je suis tellement ému de savoir qu'il y a QM montgolfières qui vont circuler dans toute la France. Attendez, je croyais que le but c'était qu'ils choisissent un prix. Maintenant ils choisissent une quantité et tout le monde est content. Il choisit un couple prix-quantité. C'est nous là? Oui, c'est nous. Sur le schéma, pour savoir à quel prix Bob va vendre la montgolfière, il faut regarder, grâce à la droite de demande, à quel prix Bob peut vendre la quantité QM. Et voici le prix, c'est PM. Attendez, à la base, vous nous avez dit Bob est faiseur de prix, il choisit le prix, il est plus preneur de prix, le prix. Et finalement, au moment du choix, vous montrez d'abord la quantité. C'est pas logique, hein. On devrait d'abord dire quel prix il choisit, après on regarde la quantité. Le point où le coût marginal et la recette marginale s'égalisent, qui permet de déterminer le point où le profit est maximal, ne permet pas de lire directement le prix. Car le prix n'est ni sur la courbe de recette marginale, ni sur la courbe de coût marginal. Le prix est situé nécessairement sur la droite de demande, ou recette moyenne. Donc, à partir de ce point, on trouve la quantité idéale de production du monopole, et ensuite, on regarde à quel prix ça correspond. C'est très important de respecter cet ordre. Je redis l'ordre pour que vous le graviez dans votre mémoire en lettres de feu. Premièrement, vous tracez les 4 courbes. Recette moyenne, la demande, recette marginale, coût marginal, coût moyen. Deuxièmement, vous cherchez le point où la recette marginale est égale au coût marginal. On fait un raisonnement marginaliste, c'est ce point qui équivaut au profit maximum. Troisièmement, vous regardez la quantité de production que nous indique ce point. C'est la quantité que va produire le monopole. Et enfin, en tout dernier, vous regardez à quel prix le monopole va vendre cette quantité grâce à la droite de demande. Ok, j'accepte votre truc 1, 2, 3, 4 là, mais franchement, c'est chelou que depuis le début, vous répétiez faiseur de prix, pour qu'au final, tout se détermine avec la quantité. C'est vrai, le point où coût marginal et recette marginale s'égalisent ne donne pas directement le prix. Et c'est justement parce que le monopole a un pouvoir de marché. Il va pouvoir proposer un prix au-dessus du coût marginal. C'est ça son pouvoir. En concurrence, vous vous en souvenez, les entreprises proposaient une quantité telle que le prix était égal au coût marginal. Là, sur notre schéma, on serait ici, au point qui égalise coût marginal et prix. Excusez-moi, je suis perdue. Les entreprises en concurrence pure et parfaite faisaient un raisonnement marginaliste aussi. Elles égalisaient recette marginale et coût marginal alors? Oui, bien sûr, mais en concurrence pure et parfaite, l'entreprise est preneuse de prix. Sa recette moyenne, c'est le prix de marché. Sa recette marginale, c'est aussi le prix de marché, une droite horizontale. Elle peut vendre autant qu'elle veut du moment qu'elle vend au prix de marché. Donc, une unité supplémentaire vendue lui rapporte toujours le prix de marché. Le monopole, au contraire, doit baisser son prix pour vendre une unité supplémentaire. Et la recette moyenne et la recette marginale ne sont plus confondues. Quand l'entreprise en concurrence fait un raisonnement marginaliste, elle égalise recette marginale et coût marginal, mais du coup, le coût marginal est aussi égal au prix. Pour le monopole, ce n'est plus vrai. Quand coût marginal et recette marginale s'égalisent, le coût marginal n'est plus égal au prix. Le point où le coût marginal et le prix s'égalisent serait ici. Donc, avec une structure de marché en monopole, on a une plus petite quantité de montgolfières vendues que si on était en concurrence pure et parfaite. Oh bah c'est nul. Moi je veux que tout le monde achète ma montgolfière. Ah, je vais me mettre en concurrence du coup. C'est nul, comme vous dites, mais pas pour vous, pour le bien-être social.
Vous allez choisir une plus petite quantité pour la vendre plus cher et faire un surplus plus grand, vous, Bob, le monopole. En concurrence, on aurait eu une quantité plus grande à un prix plus bas. Ah ouais, le prix plus bas, j'y pensais plus. Ah bah non, du coup je reste en monopole pour faire un gros surplus. Ce sont les consommateurs qui vont perdre du surplus. Si on était en concurrence ici, on échangerait cette quantité de montgolfière à ce prix. Le surplus des consommateurs serait ici, la différence entre la droite de demande et la droite de prix. Le surplus des producteurs serait ici, la différence entre le prix limite auquel il aurait été possible de vendre et le prix de marché. Avec le monopole, on passe à cette quantité échangée à ce prix. Le surplus des consommateurs diminue, ici. Le surplus du monopole augmente par rapport aux producteurs en concurrence. Le surplus total est plus petit. On a une perte sèche. Je peux savoir pourquoi le surplus des producteurs, vous le regardez avec la courbe de coût marginal et pas avec la droite d'offre? Parce que c'est la même chose. Le coût marginal est confondu avec la courbe d'offre du producteur. Cassandra, vous avez vraiment besoin de revoir l'épisode 6. Ouais, ok, c'est bon, je vais le faire. C'est bien. Mais juste pour pas que je m'embrouille, là, sur votre schéma, la recette moyenne, c'est pareil que la demande. Le coût marginal, c'est pareil que l'offre? Oui, c'est ça. Et c'est une autre façon de comprendre que ce point serait l'équilibre de concurrence, le point pour lequel l'offre et la demande se rencontrent. En résumé, Bob veut maximiser son profit, il choisit un prix plus haut et une quantité plus basse que ce qu'aurait donné la concurrence. Et on a une perte sèche. La concurrence amène un surplus total meilleur que la situation de monopole. Et si c'était pas un monopole privé, si c'était un monopole d'État, on pourrait un peu se soucier du bien de l'humanité, non? Oui, un monopole d'État pourrait choisir le couple quantité-prix qui maximise le bien-être social et renoncer à maximiser son profit. Ah, bah voilà. Ce que vous devez retenir. Pour construire l'équilibre du monopole, vous avez besoin de 4 courbes. Recette moyenne, la demande. Recette marginale, coût marginal, coût moyen. Le monopole veut maximiser son profit. Il continue de produire plus jusqu'au point où la recette marginale est égale au coût marginal. Voilà la quantité qu'il choisit. Ce n'est qu'une fois la quantité idéale connue qu'on regarde, en s'appuyant sur la droite de demande, à quel prix il va vendre. Par rapport à l'équilibre de concurrence, le monopole a un pouvoir de marché. Le prix auquel il vend est supérieur au coût marginal. Par rapport à l'équilibre de concurrence, l'équilibre de monopole conduit à une quantité plus faible, un prix plus élevé et un surplus total plus bas. On fait une perte sèche. L'équilibre de monopole n'est pas efficace.